Aujourd'hui, je vais vous parler de mes lectures du mois de janvier. C'est un format que je fais sur TikTok depuis un an à peu près, où chaque mois je présente mes lectures du mois et j'apporte un point de vue thérapeutique. Mon but, c'est tout simplement de montrer qu'on peut utiliser ces lectures de tous les jours, du quotidien, pour un but thérapeutique, donc pour travailler sur sa santé mentale ou sur une problématique, sans forcément lire des livres de développement personnel. On s'en rend pas toujours forcément compte, mais les mots sont hyper importants et le fait de lire des livres avec des situations qui font un petit peu écho à la nôtre, ça nous pousse à réfléchir différemment, à ressentir réellement les choses et finalement à travailler sur soi sans s'en rendre compte. Ce mois de janvier, je suis partie sur le thème un petit peu enquête polar. Et du coup, je vais vous présenter deux séries, sachant qu'il y en a une que je viens tout juste de commencer, donc il n'y a que le premier tome. Pour la série la plus grosse, on va dire, du mois, j'ai lu quand même 4 livres, c'est la série de Éric Foissier, qui est le Bureau des affaires occultes. J'ai donc 4 tomes que je divise en 3, puisqu'en fait on ne parle pas totalement de la même chose dans les livres, donc je trouvais ça intéressant de les diviser. Je commence donc par le tome 1 et le tome 2, dans le bon sens c'est mieux, le tome 1 et le tome 2, qui ont des thèmes un petit peu similaires. Globalement, pour vous expliquer un petit peu l'univers, on suit Valentin Verne, qui est un inspecteur qui combat le mal. C'est un peu la définition de son métier, donc il est policier. Et il pourchasse un criminel qui s'appelle le vicaire, qui s'en prend aux enfants, et il essaye de sauver Damien, qui est un petit garçon. Dans l'histoire, on va avoir d'autres personnages récurrents, dont Aglaé, une femme qui va elle aussi évoluer au fur et à mesure de l'histoire, mais on reviendra sur elle plus tard. Pour ces deux premiers tomes, on a des thèmes hyper intéressants, mais on va dire le thème central, c'est sur le traumatisme de l'enfance, lié notamment à des violences sur l'enfant. Le vicaire, c'est vraiment un criminel sexuel qui s'en prend que aux petits garçons, et Damien en est sa victime. Donc on a le point de vue de Damien sur cette situation, et on a aussi le point de vue de l'inspecteur Verne, donc de Valentin, qui cherche à contrer cette personne-là et qui essaye au maximum de sauver l'enfant. On parle donc de traumatisme, on parle aussi de la libération de ce traumatisme, parce qu'au fur et à mesure de ces deux tomes-là, on arrive à cette libération. Et on parle aussi de tout ce qui va être blocage émotionnel lié à ça, notamment le fait de ne pas réussir à s'ouvrir aux autres, le fait de se renfermer sur soi-même, et la sensation d'être quelqu'un d'un petit peu à part, un petit peu bizarre. Un autre thème que je trouve hyper intéressant, c'est au sujet de la femme qui revient avec le personnage de Aglaé. Aglaé, c'est dans le tome 1 une comédienne, et plus on avance dans les tomes, plus son rôle évolue, et elle devient finalement une femme policière. On a un personnage qui va défendre ses convictions, donc on est vraiment sur une prise de parole par rapport à la liberté de la femme, sachant que toute la série se passe dans les années 1830. On n'est quand même pas sur la meilleure période par rapport aux femmes. On est sur des femmes qui veulent montrer qui elles sont et qui veulent être tout aussi libres et tout aussi écoutées qu'un homme. On passe ensuite au tome 3, donc celui-ci. Là, on a différents thèmes. On a l'idée de la libération de son passé qui se fait via Valentin, mais aussi via Aglaé. Alors vous allez comprendre pourquoi Valentin si vous lisez les livres, mais donc on a cette envie de se libérer de son passé et de se libérer de ses traumatismes, qui est hyper présent pour les deux personnes. On a aussi la liberté de la femme qui est encore bien présente, puisque Aglaé participe à des réunions dans lesquelles elle démontre avec les femmes pourquoi elles méritent d'avoir plus de droits. Un autre point qui revient très très souvent dans le livre, c'est les violences faites aux femmes. On n'en parlait pas forcément dans les deux premiers tomes. Là, c'est vraiment bien mis en avant avec le fait que les hommes ont une image très perverse en fait de la femme, où pour eux, ce sont simplement des objets sexuels. Et ça démontre ça en fait, ça démontre cette image très négative, très rabaissante tout simplement, qu'avaient les hommes de l'époque sur la femme et sur l'envie des femmes de se battre contre tout ça. On parle aussi d'amour, puisqu'on a quand même une petite histoire d'amour en fond, je pense que vous l'avez compris. Là on a deux personnes qui ont envie d'aimer, de s'aimer entre elles, mais qui ont ce fameux blocage lié à leur passé qui devient compliqué, et on arrive petit à petit à une libération pour oser aimer, et je trouve que pareil c'est hyper bien amené, c'est très doux, c'est très délicat, on ne brusque pas les personnages, et du coup ça fait aussi écho à la vraie vie, quand voilà, une personne a souffert par rapport à tout ce qui va être relationnel, et qu'elle arrive petit à petit à s'ouvrir à quelqu'un. Et enfin le tome 4 qui est celui-ci. Alors celui-ci il est un petit peu différent des autres, on ne parle plus du tout de traumatisme lié à l'enfant. Là on met vraiment en avant la manipulation. On a Valentin qui se fait manipuler par l'État
Et elle se rend compte qu'il devient un pion, alors de par sa fonction de la police et aussi de par des conflits, parce que ça se passe quand même dans les années 1800, donc il y a le conflit Louis-Philippe avec la duchesse de Berry. Il est pris un petit peu au milieu de tout ça et on se rend compte qu'à l'époque, et comme on l'a encore aujourd'hui, hein, malheureusement, on utilise certaines personnes pour arriver à ses fins et il en est victime. Et on a une autre personne dans le livre qui se fait manipuler, qui est la meilleure amie d'Aglaé, qui, elle, va se faire manipuler par son compagnon pour qu'il puisse arriver à ses fins. On a encore cette image d'homme manipulateur, en fait, tout simplement, qui est mis en avant. Le droit de la femme revient encore dans ce tome. Et en fait, c'est ça que j'ai adoré, c'est qu'on a Aglaé qui se bat parce que c'est une policière, c'est la première femme policière et jusqu'à présent, elle doit être un peu mise à l'écart. Quand il y a des enquêtes, on ne doit pas retrouver son nom dans la presse, etc. Dans ce livre-là, on a ce combat qui est vraiment mis en avant, qui montre qu'elle a autant de capacités, voire même peut-être des fois plus de capacités qu'un homme pour résoudre des enquêtes et elle se bat pour maintenir son poste et qu'on arrête de la considérer comme faible parce que c'est une femme. Et une note positive, on parle aussi d'amitié, d'amour et de confiance. On a des personnages qui se font énormément confiance en eux, entre déjà Aglaé et Valentin, cette relation d'amour. On a aussi l'équipe du bureau des affaires occultes qui est hyper soudée, qui s'en fiche complètement si on a un homme, une femme de son origine, etc. C'est juste des personnes qui travaillent ensemble, qui s'entendent bien, qui se font confiance et c'est quelque chose qui est très marquant je trouve aussi dans le livre. Et l'amitié aussi entre Aglaé et son amie puisqu'elle fait tout pour pouvoir la libérer de son calvaire qui était la manipulation des hommes tout simplement. Et pour l'autre série, donc là c'est que le tome 1, c'est celui-ci. Donc Laetitia Civil, les mystères de Byton Cove, je ne sais pas comment ça se prononce mais je pense que c'est comme ça. Dans ce livre on suit l'histoire donc de Ruby qui vient malheureusement de perdre sa grand-mère et qui décide de réaliser le souhait de sa grand-mère et son souhait elle aussi qui est de faire ses études aux États-Unis. Donc elle part pour cette petite ville qui est la ville dans laquelle sa grand-mère a elle aussi fait ses études et sa grand-mère avait laissé une lettre chez le notaire en demandant à sa petite fille de déposer un médaillon sur une tombe en particulier, qui était la tombe de Emily Nolan. En arrivant dans cette ville, elle heureusement se fait de nouveaux amis et elle découvre que cette tombe-là est la tombe d'une meurtrière, donc elle décide de mener un petit peu l'enquête sur ce qu'il s'est passé, pourquoi sa grand-mère était amie avec une meurtrière. Et en fait, elle va découvrir pas mal de petits secrets de famille. D'un point de vue thérapeutique, il y a beaucoup de choses, mais je dirais que le thème le plus important et le plus récurrent aussi va être celui de l'amitié. C'est grâce à ses amis qu'elle va réussir à se retrouver une famille, non pas de sang, mais de cœur, et ça pour elle c'est hyper important. On a un autre thème qui est très récurrent, c'est le deuil, puisque tout au long du livre elle fait le deuil de sa grand-mère. On a quand même un personnage qui a besoin d'entendre le répondeur de sa grand-mère pour entendre la voix, pour ne pas l'oublier, qui se sent rattachée à toute cette enquête parce qu'elle a l'impression qu'à travers l'enquête, elle fait encore vivre sa grand-mère et qui vit malheureusement avec un sentiment de culpabilité puisqu'elle considère que la mort de sa grand-mère est arrivée à cause d'elle. Donc on a vraiment ce deuil qui est très très bien abordé sous tous les aspects et qui finit par se faire au fur et à mesure de l'histoire. On a aussi le thème de la découverte de soi, de la découverte de son histoire, puisque du coup, plus elle va enquêter, plus elle va découvrir des choses sur sa famille, sur sa grand-mère notamment, et du coup sur elle-même aussi. Et c'est le cas pour Ruby, mais c'est aussi le cas pour un autre personnage qui s'appelle Charles et qui mène l'enquête avec elle, qui va être plus ou moins lié aussi par sa famille à cette histoire. On parle aussi d'angoisse. On a Ruby qui fait quand même beaucoup de crises d'angoisse dans l'histoire, qui là encore est très subtilement amené. C'est-à-dire que ce n'est pas écrit de là à provoquer une crise d'angoisse, mais on sent quand même l'angoisse qui peut potentiellement monter. Et ça montre comment prendre un petit peu le contrôle de sa crise d'angoisse pour réussir à se ramener à l'instant présent. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi très intéressant. Et enfin, le dernier thème, c'est la reconstruction, on va dire le renouveau, qui est le cas donc de Ruby, qui a envie de repartir de zéro, puisque, comme je le disais, elle est aujourd'hui orpheline, et elle a envie de construire sa propre vie. Et ça, c'est quelque chose qui revient aussi assez régulièrement dans le livre, puisqu'il y a cette peur de se lancer, et finalement cette envie d'aller chercher la définition de qu'est-ce que c'est ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire finalement dans ma vie. C'était donc mes lectures du mois. Donc petite information, donc par rapport à celui-ci, le tome 2 sort au mois de février, le 6 février si je ne dis pas de bêtises. Et par rapport au bureau des affaires occultes, le tome 5 sort normalement dans 3 mois, donc pour avril-mai. J'ai très très hâte de retourner sur les deux univers, donc on est sur deux univers un petit peu différents. Le bureau des affaires occultes, on était quand même plus sur un polar thriller. Ici on est quand même plus sur du cozy mystery, donc deux univers un petit peu différents, un peu plus lourd, un peu plus léger.
mais les deux sont vraiment super. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et à me mettre un petit commentaire sur des recommandations de livres ou sur des petits trucs que vous avez envie de partager. Ce serait avec plaisir de pouvoir vous lire. On se retrouve dans une autre vidéo, je ne sais pas encore le thème, je ne sais pas quand. Tout ce qui est sûr, c'est que ce sera la vie de tous les jours pour vous montrer comment prendre soin de vous. Parce que c'est très important de prendre soin de sa santé mentale et on ne sait pas toujours comment le mettre en place dans le quotidien. Si vous voulez voir aussi les autres contenus que je peux proposer, vous avez mon TikTok où je fais un petit peu de psychoéducation, un petit peu de partage aussi de recommandations, et puis Instagram où c'est pareil, un petit peu plus général sur le côté un petit peu plus lifestyle, mais qui montre aussi comment utiliser la psychologie au quotidien. Sur ce, je retourne à ma lecture et je vous dis à très bientôt.